C'est l'un des dossiers les plus brûlants de la rentrée politique en France. La reconstruction de Mayotte, dévastée par le passage mi-décembre du cyclone Chido. Le projet de loi d'urgence pour Mayotte devait être présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Il est finalement reporté d'une semaine. Bonsoir Fred Constant. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien haut fonctionnaire français, aujourd'hui professeur des universités en sciences politiques, et vous êtes l'auteur de Géopolitique des Outre-mer entre déclassement et revalorisation, un ouvrage paru aux éditions du Cavalier Bleu. Alors avant de vous donner la parole, on va justement partir à Mayotte où les urgences auxquelles il faut aujourd'hui répondre restent extrêmement nombreuses. C'est un reportage de notre confrère de la Première, Benoît Mousset. Des montagnes de déchets un peu partout dans les communes de l'île. Depuis le passage du cyclone Chido il y a près de 20 jours, le nettoyage des rues a commencé mais avance lentement. Un problème de plus pour des habitants excédés. Trop de déchets, on ne peut pas respirer un peu. On veut qu'on débarrasse tout ça. Ça pue, ça dégénère tellement. Ça peut avoir une maladie incurable là. Éviter la propagation des épidémies, c'est l'une des priorités à Mayotte. Les autorités veulent mettre tous les moyens disponibles pour débarrasser les rues. Des pelleteuses ont ainsi été réquisitionnées, des camions de chantier également. Ils effectuent des allers-retours vers des sites de stockage. Les déchets seront ensuite enfouis. J'ai demandé aux communes de stocker l'ensemble des déchets ménagers sur des endroits uniques pour faciliter la collecte de ces déchets. Nous estimons qu'il va falloir entre 3 et 4 semaines pour arriver à ramasser la totalité des déchets. L'autre urgence, c'est l'acheminement de l'aide. Dans les zones les plus reculées, elle se fait par les airs. À bord de cet hélicoptère militaire, 7 tonnes de denrées sont déchargées. On vient avec le Puma, c'est pouvoir aller dans les endroits où c'est pas forcément accessible au début parce qu'il fallait désenclaver un petit peu l'île. Donc c'est apporter cette aide au plus près de la population, là où elle en a besoin. Une aide très attendue mais rationnée. Aujourd'hui, ce sont 3 bouteilles d'eau et un paquet de pâtes par personne. La distribution est souvent chaotique. La difficulté, c'est que déjà, on nous prévient le jour même de la distribution. Donc, on n'a pas le temps de nous organiser. Cet hélicoptère effectue 5 rotations par jour. Des renforts sont prévus tant les besoins restent importants. Voilà, peut-être une première réaction, Fred Constant. Aux images qu'on vient de voir, la réponse des autorités françaises est-elle, selon vous, à la hauteur ? Disons qu'il faut comprendre qu'avant même que Mayotte connaisse ce cataclysme naturel, c'était le département le moins bien préparé à faire face à ces situations d'urgence. Alors, les moyens que l'État a mis, ils sont là. Il faut bien comprendre que ça prend du temps, il y a un acheminement, il y a des délais incompressibles. Mais il faut comprendre aussi que ce cyclone a été un puissant révélateur de l'insuffisance cumulée dans le temps de l'action publique par rapport à ce département français, qui est un département, théoriquement en tout cas, comme les autres. Or, on voit bien que dans tous les secteurs de l'action publique, ce département, il trône dans à la dernière place dans les classements et les palmarès nationaux. Et c'est cette dimension-là qui éclate vraiment aujourd'hui à la vue de chacun. Justement, ce manque de préparation, comment est-ce que vous l'expliquez ? Je l'explique tout simplement par le fait que jusqu'à la départementalisation de Mayotte, les gouvernements qui sont succédés en France n'ont eu aucun dessein politique par rapport à ce territoire. Il avait le statut de territoire d'outre-mer, on n'en a pas fait grand-chose et on l'a laissé dans un état qui était proche de son état antérieur de colonie. Donc on a accumulé un retard énorme. Vous imaginez qu'il n'y a qu'un pourcentage inconnu par ailleurs dans notre République d'enfants scolarisés. Je crois que ça tourne autour de 30% et que les enfants scolarisés actuellement ne peuvent pas être accueillis dans les mêmes établissements toute la journée. Ils le sont par cohorte le matin pour l'une et l'après-midi pour l'autre parce que les moyens qui ont été dépêchés, et ils sont réels, il ne faut pas les minimiser, ne sont pas à la hauteur des besoins de ce département. On entendait dans ce reportage qu'il allait falloir à peu près 3 à 4 semaines pour ramasser tous les déchets. On imagine qu'on va découvrir lors de ces opérations de ramassage des déchets peut-être des corps de personnes disparues. On a l'impression que la recherche de ces corps aujourd'hui n'est pas nécessairement une priorité. Est-ce que c'est le cas ?
Alors, je ne suis pas sur place, mais des communications que j'ai avec mes correspondants sur place, des personnes que je connais, j'ai aussi des amis qui se trouvent à Mayotte, il semble effectivement qu'il y ait une certaine confusion, puisque vous avez vu que c'est la première fois que les autorités nationales ne sont pas en mesure de faire un bilan. Oui, c'est ça. Pour l'instant, le bilan provisoire officiel est de 39 morts, 124 blessés graves et plus de 4200 blessés légers. Oui, mais j'ai même lu, avant de venir en plateau, 6000 à peu près blessés légers. Mais le chiffre de personnes décédées est étonnamment bas quand on sait l'importance des flux migratoires clandestins à destination de Mayotte et le fait aussi que la plupart des gens qui vivent dans les bangas, ces bidonvilles faits de vraiment des habitats de fortune, sont constitués par des gens qui sont en situation irrégulière. Donc, mais il n'y a pas justement une forme d'urgence morale à absolument. Moi, c'est ce que... Bon, je ne suis pas le seul à le dire sur différents plateaux, mais je crois que de ce point de vue, le gouvernement, en se privant, vous voyez, dans les images que nous venons de voir à nouveau ce soir, il n'y a pas l'ombre d'un élu local. En se privant du rôle qui est pourtant essentiel des élus locaux dans la manière de répondre à la crise, eh bien le gouvernement passe à côté de cette... C'est pas que les sauveteurs extérieurs qui peuvent faire ce travail-là. Il y a aussi, nous sommes dans un territoire dont la population est majoritairement et très largement musulmane. Il y a le rôle des cadis pour tout ce qui touche à cette dimension-là. Également le personnel religieux. Et on se prive de ces... Comme si la société civile mahoraise n'existait pas. Or, elle existe, elle a une certaine vitalité, et je pense que c'est une raison supplémentaire de l'intégrer. On ne reconstruira pas sans les Mahorais et sans ceux qui sont à l'avant-garde de cette population, c'est-à-dire les responsables publics locaux ou ceux qui sont dans la société civile, qui travaillent, qui œuvrent dans le domaine associatif ou dans le domaine religieux. Ou dans le domaine religieux, alors il y a eu quand même plusieurs responsables politiques qui se sont succédés à Mayotte. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, y est allé les 19 et 20 décembre. Le Premier ministre François Bayrou, accompagné de plusieurs autres ministres, s'est aussi rendu sur place en début de semaine. Quel bilan est-ce que vous faites de ces visites? Est-ce que ce sont finalement des effets d'annonce, puisqu'il a quand même annoncé, François Bayrou, un plan pour rebâtir Mayotte? C'est simplement des paroles en l'air, ou est-ce que les choses sont en train de changer? Tout d'abord, il faut dire que les choses étaient mal engagées. Un Premier ministre qui prend ses fonctions et qui est confronté à une crise d'une telle ampleur n'a pas jugé utile de se rendre sur place, de se mobiliser prioritairement sur la crise de Mayotte, et comme vous le savez, a préféré... Le chef de l'État y est allé. Oui, mais le chef de l'État, justement, dans les rapports qu'ils ont institués entre les deux, des rapports à la fois d'associés rivaux, il a en quelque sorte compensé l'absence du Premier ministre. Mais il ne peut pas se substituer au Premier ministre, surtout dans la configuration politique actuelle, où c'est le Premier ministre qui gouverne, ce n'est pas le Président. Donc le Premier ministre a fait le choix d'aller dans sa bonne ville de Pau. Pourtant, on l'a présenté comme un homme politique d'expérience, ce qu'il est. On l'a présenté comme un élu local ancré dans les réalités, ce qu'il est aussi. On l'a présenté comme quelqu'un proche des gens, des citoyens, ce qu'il est aussi. Sauf que là, il s'agit de Mahorais, et il a estimé, et ça, c'est pas, encore une fois, anodin, que c'était pas la priorité absolue. Je dis cela parce que souvent, dès qu'il s'agit de problématiques qui touchent les Outre-mer, c'est le sentiment que les gens qui vivent dans ces territoires ont, mais c'est aussi ceux qui, comme moi, sont des chercheurs qui font partie de la communauté de ceux qui étudient les Outre-mer dans les relations qu'ils entretiennent avec l'Hexagone, et puis plus largement avec les relations qu'ils entretiennent avec les pays alentours dans leur géographie respective. Mais on constate bien souvent qu'il y a comme une réticence, ou en tout cas on prend plus son temps et on compte plus ses moyens dès qu'il s'agit de venir en aide aux territoires qui ne sont pas de la continuité continentale avec l'Hexagone. Alors je voudrais qu'on revienne ensemble sur une annonce faite justement par le Premier ministre François Bayrou, une annonce qui divise. Il a promis d'empêcher la reconstruction des bangas que vous évoquiez. Ce sont ces bidonvilles finalement, absolument, ces habitations en tôle qui abritent toute une partie de la population à Mayotte. On va écouter ces témoignages puisque la population justement a déjà commencé à reconstruire ces habitations. On écoute et on commente juste après.
Chido a été une épreuve très difficile. C'est pour cela que nous sommes là, pour trouver des tôles afin de reconstruire nos maisons. Nous ne savions même pas si nous allions survivre. Nous avons prié Dieu à l'intérieur de la maison. Moi, j'ai trouvé cette petite tôle. Je vais reconstruire la maison. Je n'ai pas d'argent pour acheter des tôles, donc je me suis dit qu'il valait mieux venir ici pour chercher de quoi refaire la maison. L'essentiel, c'est de s'abriter d'abord et regarder la suite. Parce qu'on est dans une période de pluie. Là, il faut qu'on ait conscience de ça. La pluie peut tomber à tout moment. Donc, on ne peut pas résister à attendre 2 à 3 jours. Fred Constant, faut-il vraiment interdire la construction de ces bidonvilles? Est-ce qu'on peut le faire? C'est pas réaliste de le faire. Je comprends qu'on puisse l'afficher, mais ce n'est pas réaliste parce que les gens qui se trouvent sans logement, il faut bien qu'ils aient un abri. Et pour l'instant, on l'a vu en début d'entretien, les moyens dépêchés par l'État sont insuffisants pour reloger en tout cas tous ceux qui ont perdu leur habitat. Donc il n'est pas du tout réaliste de penser qu'on interdira la reconstruction de bidonvilles. Ce qu'il faut certainement envisager, c'est une programmation mais vraiment progressive pour réduire au fur et à mesure où l'on sera en mesure de reloger les gens le nombre de bidonvilles. Il y a déjà des initiatives qui ont été mises en place par Paris dans ce sens, même précédemment avant Chido, pour diminuer le nombre de bidonvilles. Nous sommes toujours dans l'urgence. La communication politique, et c'est un petit peu normal, mais met en avant les phases de reconstruction, mais sur le terrain, c'est la situation d'urgence qui doit être gérée. Si le préfet de Mayotte avait toute latitude dans sa communication, je crois que c'est ce qu'il dirait en priorité. Après, c'est normal qu'un gouvernement voit plus loin et prépare les conditions de la reconstruction. Mais nous n'y sommes pas encore. Alors l'autre grand défi, c'est évidemment la rentrée scolaire. Elle est prévue le 13 janvier, dans 10 jours exactement. Cette rentrée scolaire, est-ce qu'elle pourra se tenir? Alors là, j'ai les plus grands doutes. J'ai vu la communication effectivement du recteur qui a dit que c'était un objectif. À mon avis, il sera qu'imparfaitement tenu, c'est-à-dire qu'il y a certainement des établissements qui accueilleront des élèves, mais ce sera un pourcentage encore moins élevé qu'il est d'habitude. Et j'ai rappelé tout à l'heure combien ce département, c'est le seul d'ailleurs dans notre République, qui est dans l'incapacité d'accueillir tous les enfants qui sont scolarisables. Donc ça veut dire avec des conséquences à long terme aussi sur l'éducation des enfants. L'éducation et puis surtout tous ces enfants qui vont traîner dans les rues, qui seront désœuvrés et je l'espère pas, mais qui pourront peut-être demain rejoindre ces petits groupes, ces petites bandes de jeunes dont certains ont sombré dans la délinquance, il faut le dire. Alors au milieu de toutes ces problématiques, il y a un autre débat qui revient sur le devant de la scène, c'est la question de l'immigration illégale en provenance notamment des Comores. Est-ce que c'est justifié selon vous ou est-ce que c'est tout simplement une sorte d'épouvantail politique pour essayer de détourner l'attention sur les vrais problèmes de fond? Alors, c'est un peu des deux. Il serait, à mon sens, irréaliste et inconscient de dire qu'il n'y a pas de problème migratoire à Mayotte. Bon, c'est sûr que c'est une réalité. Mais en même temps, en faire l'alpha et l'oméga des difficultés que connaît ce département, c'est vraiment servir un dessein politique et non pas celui d'une analyse, d'un décryptage d'une situation. Je crois qu'il y a une voie que le gouvernement français, et pas celui-ci en particulier, et ceux qui l'ont précédé aussi, n'ont pas suffisamment exploré, c'est celle de la recherche d'une solution négociée avec les autorités politiques de l'Union des Comores. Pendant trop longtemps, on a considéré que la politique répressive, c'est-à-dire les reconduites à la frontière, vous savez que le département de Mayotte est le premier, alors c'est peut-être le seul classement où il est le premier en termes de reconduite à la frontière, suffisait pour... On voit que c'est une politique qui est vouée à l'échec, puisque une bonne partie de ceux qui sont reconduits reviennent à Mayotte. Ils reviennent pourquoi à Mayotte? Parce qu'ils vont chercher à Mayotte ce qu'ils ne trouvent pas dans l'Union des Comores. Donc aider l'Union des Comores à développer ses infrastructures sanitaires, ce serait une première chose. Ses infrastructures éducatives, ce serait une deuxième chose. Nous le faisons, mais trop timidement et pas de manière assez coordonnée avec les autorités politiques de cet archipel auquel appartenait Mayotte, il ne faut pas l'oublier historiquement.
Merci beaucoup pour votre analyse. Fred Constant, ancien haut fonctionnaire français, professeur des universités en sciences politiques. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, Géopolitique des Outre-mer, entre déclassement et revalorisation. C'est un ouvrage à retrouver aux éditions du Cavalier Bleu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur TV5.